Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, on a un épisode chargé aujourd'hui, on va parler transformation corporelle, on va parler nutrition, on va parler sprint, on va parler programmation et à la fin de l'épisode je vais vous partager les erreurs que j'ai commises en tant que coach afin que vous puissiez éviter de commettre les mêmes erreurs si vous êtes un professionnel du sport et de la santé. J'espère que ça pourra vous aider. Première chose que je tiens à dire, c'est que je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation. Tous ceux qui m'envoient des emails, c'est ce qui me permet d'alimenter justement ces épisodes là. Et d'ailleurs je tiens à dire que j'ai reçu énormément de retours positifs concernant le deuxième épisode, du coup le premier qui vient dans la semaine, l'épisode du mardi. On a rajouté un épisode qui est sur podcast et du coup beaucoup de feedback positif et j'ai reçu énormément de questions concernant les épisodes de ce mois-ci. On parle des piliers de la performance et du coup je vais prendre toutes ces questions, je vais les sélectionner et on fera un épisode complémentaire justement où je répondrai justement à toutes ces questions qui viennent alimenter peut-être des choses que j'ai oublié de préciser durant les piliers de la performance. Donc comptez sur moi, continuez à les envoyer, il y aura réponse à vos questions les amis. Alors avant de parler de l'aspect technique des choses, on va parler des news de la semaine, news que j'ai trouvé voilà, intéressantes ici. Concernant Larry Wheels, pour ceux qui ne connaissent pas Larry Wheels, c'était un powerlifter slash bodybuilder américain, un métis super balèze qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses performances inhumaines. On voyait le gars faire des développés couchés avec une barre de 100 kg dans une main, une barre de 100 kg dans l'autre main ou des overhead press, enfin bref, des deadlifts, des trucs de monstre. Le gars, vraiment des performances incroyables et c'est comme ça que son following sur les réseaux sociaux a commencé à croître. Il était partout sur des podcasts, enfin bref, le gars a créé une grosse communauté et ça a l'air d'être un bon gars, ok? Et il a souvent parlé, bien entendu, de sa consommation de stéroïdes parce que vous imaginez bien, le gars, il ne tourne pas que au jus d'orange, hein. Il prend d'autres types de jus, les amis. Oui, le gars est juicy jusqu'au cou et on parle pas de multivitamine ici, ok? On parle d'une vitamine très spéciale. Et donc le gars, ce que je respecte, c'est qu'il en a toujours parlé ouvertement, bien entendu, de sa consommation de stéroïdes. Et c'est grâce à ça, entre autres, qu'il a ses performances. Et il y a quelques mois de cela, eh bien, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux en disant qu'il allait arrêter de consommer des stéroïdes parce qu'il voulait commencer à envisager le fait d'avoir une famille et voilà, de reprendre sa santé en main. Parce que contrairement à ce que vous croyez, parce que beaucoup voient le côté esthétique et se disent « Ah, ça c'est le pic de la performance, certes, ils prennent des drogues, etc. Mais ça, c'est être en bonne santé. » Alors que non, les gars ont une santé qui est foutue. Mais bien entendu, ce n'est pas ce que leur physique reflète. Donc faites attention à ça, encore une fois. Je pense que ces gens dégradent vraiment l'industrie du fitness de manière générale parce que c'est ça, on donne le reflet de quelque chose de sain, mais à l'intérieur, ils ne le sont pas. Et mon message, bien entendu, du fitness, c'est que ça va au-delà du côté esthétique. Et si on s'attarde que sur le côté esthétique, jusqu'à le pousser dans ses extrêmes pour consommer des produits qui vont justement nous permettre d'exceller sur cet aspect-là, certes, mais qui vont porter détriment à notre bien-être, à notre santé générale. Donc gardez ça en tête pour ceux qui veulent éventuellement s'aventurer. D'ailleurs, je dois vous faire une petite annonce, les mecs. J'avoue que moi aussi, j'ai déjà essayé rien du tout. Parce que si votre gars Kev prenait des trucs, Larry Wheels, ça serait un baby à côté de moi. Donc soyez content que votre gars Kev ne prend rien. Parce que là, ça aurait été compliqué pour la concurrence ici. Je rigole. Bien entendu, j'ai jamais rien pris, je suis pas pour. Mais je ne juge pas les gens qui prennent, encore une fois, surtout ceux qui en parlent ouvertement, ça fait partie de votre sport. Quoi qu'il en soit, il a fait cette annonce en disant qu'il voulait arrêter et tout d'un coup, bah, les ventes ont commencé à chuter. Hein, les performances n'étaient pas les mêmes, rien ne va plus. Donc là, il y a quelques jours, il a refait une vidéo en disant les mecs, le multivitamine, le jus d'orange, en fait, ça va pas, j'arrive plus à avoir les mêmes perfs qu'auparavant. Donc je me vois dans l'obligation de reprendre la vitamine S, la vitamine stéroïde, les amis, parce que le business là, il a pris un gros coup. Donc ma santé, on s'en fout. Les enfants, on laisse ça pour plus tard là, parce qu'il faut encore quelques M's, quelques millions sur mon compte. Donc les stéroïdes, allô le pharmacien, vas-y, renvoie la sauce, c'est mieux parce que là c'est chaud. Je rigole ici. Ah, ça me fait rire. Donc le gars, il a fait son annonce en disant que voilà, il allait recommencer son cycle. Parce qu'il en a besoin tout simplement, les ventes ont chuté, le business va plus. Et c'est triste de voir à quel point, au final, ces gens sont esclaves de ces produits-là. Esclaves d'un point de vue physiologique, d'accord, pour leur perf, etc. Leur corps en a besoin, et psychologique.
tu sais, ça va t'affecter, ok? Et en plus, ça affecte ton business. C'est triste, donc les amis, ne soyez pas esclaves de ces produits-là. Voyez l'image du fitness comme quelque chose de complet. Et malheureusement, c'est ça. Construisez, si vous construisez votre brand, votre marque, faites-le autour de qui vous êtes, vous-même, authentique, sans être dépendant de produits externes ou de facteurs externes quelconques. Là, on voit, le mec, hey, s'il veut être lui-même, il peut plus. Il peut plus, il peut plus. Sinon, les ventes, eh ben, ça chute. Donc, c'est malheureux ici. Bref, les amis, stay safe. Prochaine question ici, ou première question qui a été posée par Adelaine, que j'ai sélectionnée, que j'ai trouvée très intéressante, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Bonjour, je suis sportive, pas une athlète des JO, mais j'ai de la force, de l'endurance, et je suis discipliné dans le sport. Le hic, je mange comme 10 bonhommes, entre parenthèses, pâtisserie, viennoiserie, madeleine, gâteau, every single day. Donc je trace pas d'abdos, pas de muscles saillants, sauf pendant l'effort. Comment je peux faire pour allier gourmandise, entre parenthèses, vitale, et arriver à me rapprocher de l'esthétique qui compte pour moi? Merci. Alors j'ai trouvé cette question intéressante parce que je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. Il y a énormément de personnes qui, voilà, sont quand même disciplinées en allant à la salle de sport, mais qui n'arrivent pas à maîtriser à 100% l'aspect nutrition, ou du moins aiment avoir ces petits plaisirs d'un point de vue nutritionnel, d'accord, des viennoiseries, des pâtisseries, du chocolat, etc. Comment on fait? Alors je sais que tous les fanats de sport et les coachs ont tendance à dire oui, non, mais il faut être discipliné, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Alors c'est vrai, d'accord, on doit l'être, mais là on voit qu'on parle à une personne qui est disciplinée d'un côté. Voilà, la personne va à la salle, mais il y a le côté nutrition qui est un peu à la traîne par rapport à ça. Alors moi, je vis dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, eh bien, j'ai coaché des dizaines de personnes qui sont dans cette situation-là. Moi-même, j'ai été dans cette situation-là, où je suis encore dans cette situation-là, où je me dis, hey, si je veux me faire plaisir, eh bien, je me fais plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une addiction, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on a un problème, on doit trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut vraiment comprendre le problème et comprendre le tout dans son intégralité. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire ici. Et on va chercher à développer des astuces. Et c'est ce que j'ai toujours fait avec mes clients. Alors, le premier truc que j'aimerais mentionner ici pour Adelaine et toutes les personnes qui sont dans cette situation, c'est que le premier truc à garder en tête, c'est que l'environnement aura toujours une dominance sur notre volonté. Donc, ce qu'on aimerait manipuler, c'est notre environnement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant pour notre cas ici? Si je sais que j'aurai tendance à aller dans mon placard et manger toutes les madeleines qu'il y a, plus tous les chocolats, etc., tous les soirs, eh bien, ce que j'ai envie de faire, c'est limiter ma consommation en manipulant cet environnement. Au lieu d'acheter des gros packs de madeleine, etc., ben, je vais acheter une madeleine. Alors, je sais que ça paraît con comme ça, mais un muffin, trouvez une astuce qui vous permet d'avoir que un truc. Comme ça, le soir, j'arrive, j'ai envie de prendre ce que j'ai envie de prendre. Je l'ai mangé, il n'y en a que un. Je peux continuer à fouiller. Vous savez, c'est ce moment où tu ouvres le frigo 10 fois en espérant qu'il y a un nouveau truc qui va apparaître et il n'y a rien qui apparaît. Parce qu'il y a rien, tu l'as déjà mangé, ok? Donc tu as mangé ta madeleine et tu sais que au final, bah, tu dois te coucher et demain est un autre jour. Et pareil, tu devras faire tout simplement la même chose. Et de cette façon-là, en manipulant ton environnement, eh bien, tu pourras consommer que une madeleine ou limiter ta consommation. Bien entendu, dans le meilleur des mondes, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de ne rien consommer du tout. Mais attention à aller dans les extrêmes. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Et j'imagine que cette personne-là a pu tester ça par le passé. J'arrête complètement. Pendant 3-4 jours, j'accumule tellement de frustration que le 4e jour, 5e jour, eh bien, je m'envoie 10 paquets de madeleine. Et vous ne voulez pas être dans cette situation-là, ok? Donc, travaillez de manière minutieuse. Et le premier truc à garder en tête, c'est de vous étudier. Vous devez vous connaître. Comment je réagis? Comment mon corps répond? Comment mon cerveau répond? Mon attitude répond lorsque j'utilise option A ou option B. D'accord? Le plus important, c'est ça, c'est de vous connaître, vous. Donc là, quelques astuces, manipuler son environnement. Le deuxième truc que je t'inviterai à faire ici, Adelaine et toutes les personnes qui sont dans cette situation, c'est de commencer à traquer vos calories. Souvent, on parle d'alimentation intuitive, mais l'alimentation ne peut qu'être intuitive si on sait sur quoi on se base. Et comment savoir sur quoi on se base? Eh bien, on doit traquer un certain moment de notre vie pour se dire, ah, ok, moi, je consomme X nombre de calories, c'est ma base de référence, c'est-à-dire que avec cette consommation de calories, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids, ok, de gras, pour parler un peu plus précisément ici, et je sais que je peux m'autoriser à consommer ça là, à ce moment-là, si j'enlève ça là, ok? C'est un peu comme un budget. Vous devez savoir ce qui rentre et vous devez connaître ce qui sort. Et à partir de là, vous pouvez ajuster le tout. Ah, ok, j'ai encore de l'argent dans mon compte en banque, eh bien, éventuellement, je peux me permettre d'acheter X truc ou Y truc. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, vous devez connaître votre budget calorique ici pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Et comment j'envisagerais le tout ici? Eh bien, je me dis, ok, moi, je consomme 2500 calories.
Ce qui compte, c'est d'avoir un ordre, une hiérarchie de priorité. Je dois consommer mes protéines dans un premier temps, ok? C'est ce qu'il y a de plus important. Ok, ensuite le reste, je vais un peu l'éparpiller comme je souhaite, tant que j'ai une certaine quantité de lipides, de graisse, et les glucides après, bref, je comble ça comme je veux. Donc mon but c'est d'arriver à ces 2500 pour ne pas prendre du gras ou perdre du gras. Ou éventuellement les 2500 sont ce qu'on a déterminé comme étant le déficit calorique que l'on doit entamer. Normalement on est à 3000, on descend à 2500, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de ce but esthétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer sa madeleine, encore une fois. On doit juste, si c'est ce qu'il y a de vital pour nous, l'intégrer dans notre budget. Ok, ma madeleine qui coûte ici, pour continuer avec cette analogie, 400 calories, eh bien je vais l'intégrer. J'ai donc 2100 calories à répartir avec les bons nutriments, avec la hiérarchie de macronutriments que j'ai mentionné, bien entendu, en faisant attention au fait d'avoir tous les minéraux et les vitamines nécessaires, d'accord? Donc très simple. Des légumes, des fruits, gardez le truc simple, 5 fruits et légumes par jour, ça marche, ok? Des lipides, glucides, vous répartissez ça comme vous le souhaitez, et bien entendu votre protéine animale si vous le pouvez, sinon protéine végétale, encore une fois, si vous faites les bonnes combinaisons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre c'est ça, gérez votre budget et essayez d'inclure ce qui est vital dans votre budget si on parle de viennoiserie ici, et limitez le tout, bien entendu. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, j'ai 2500 calories, je vais manger 2000 calories de viennoiserie et je vais garder 500 calories pour des trucs qui sont sains pour mon corps. Bien entendu, ça ne fonctionne pas de cette façon-là, d'accord? Mais bon, ça c'est du sens commun. Maintenant, une autre astuce, ça serait bien entendu de limiter. J'ai très chaud ici, donc si vous voyez transpirer les amis, c'est parce que hey, il commence à l'été arrive enfin. Bref, ici la dernière astuce serait de remplacer justement ces aliments, ces viennoiseries, ces trucs qui sont riches en calories, par des aliments qui vont nous permettre d'arnaquer un peu notre système nerveux, c'est-à-dire de nous apporter cette sensation de ce côté goûteux que l'on cherche tant. Parfois c'est le côté croustillant ou le côté chocolaté, et c'est là où on va créer un peu notre dessert. Et il y a mille et une façons de le faire. Aujourd'hui vous voyez plein de professionnels dans l'industrie du sport et de la santé qui vous recommandent des vidéos sur Insta, sur TikTok, etc., qui sont très bien d'ailleurs. Vous prenez un yaourt protéiné, vous rajoutez votre protéine en poudre de chocolat et vous rajoutez éventuellement des myrtilles ou autres. Ça vous donne un petit côté sucré, chocolaté. Ça vous remplit le ventre, mais en même temps, ça vous permet d'augmenter votre consommation de protéines et ça vous permet de calmer justement cette envie folle, cette frustration que l'on a de vouloir absolument consommer des viennoiseries, du chocolat, etc. Donc c'est une astuce que j'aime bien utiliser. Personnellement, moi, je sais ce qui me calme, c'est le fait de consommer quelque chose de croustillant. J'aime l'aspect croustillant et j'aime le côté chocolaté. Donc je sais que si j'ai cet apport en protéines, en poudre, dans un yaourt par exemple, ou peu importe, dans du lait, vous faites ce que vous voulez, chocolaté, ok, j'ai calmé ce côté-là. Si je mange une pomme bien fraîche, j'ai cet aspect croustillant, il y a ce côté un peu sucré, c'est moins calorique que ce que je consommerais si je venais à consommer des viennoiseries, des chocolateries, des cochonneries, on s'est compris ici. Et voilà, c'est le meilleur de tous les mondes, ça me permet de calmer mes ardeurs un petit peu, et ça me permet d'aller dans la bonne direction. Donc les amis, considérez ces différentes options. Encore une fois, ça va dépendre de chaque individu, mais je pense que c'est important de considérer le tout. Donc force à tous ceux qui sont dans cette situation, vous pouvez le faire. Et croyez-moi, c'est des petits trucs, ok? Dernière petite astuce que j'ai oublié de mentionner ici. Si vous pouvez simplement réduire votre consommation de moitié, de 40%, peu importe, et bien déjà vous allez aller dans la bonne direction. Si vous consommez des viennoiseries tous les jours, imaginons qu'on consomme 3 croissants le matin, consommez 1 croissant et demi le matin, 2 croissants. Déjà ça, sur le long terme, ça va faire une grande différence. Et petit à petit, c'est une nouvelle habitude. Vous franchissez un palier, ok, maintenant j'ai l'habitude de consommer que 2 croissants au lieu de 3. Ok, cool, maintenant je vais passer de 2 à 1 croissant. Et graduellement, on veut faire les choses graduellement, ok. Ça va prendre plus de temps, mais vous allez instaurer cette fondation qui va être solide et pour toujours avec vous. C'est une nouvelle habitude que vous allez créer, ça prend du temps, ça demande de la répétition, d'accord? Et pour certains, plus de répétition que d'autres, mais c'est ce qui vous permet de vous éloigner de ces frustrations-là. Donc voilà les 4 astuces que je mets en place, que j'ai toujours mis en place avec mes clients et qui ont toujours fonctionné, ok? Et soyez en paix, bien entendu, avec le fait d'être dans cette situation-là pour ne pas accumuler de frustration. Moi, personnellement, encore une fois, pour une petite anecdote,
j'avais besoin pendant une époque de manger mes Ferrero Rocher. Et je savais que dans mon budget calorique, j'avais le droit à 5 Ferrero Rocher par jour. Et tous les jours, je mangeais mes 5 Ferrero Rocher, les amis. Donc, vous n'êtes pas seul. Ici, c'est Coach qui est suisse qui vous le dit. Prochaine question de Thibaut ici. Salut Kevin, tout d'abord, merci pour ton contenu très qualitatif. Tu parles souvent de l'importance de faire des sprints et de ses bienfaits. Que penses-tu de faire des sprints sur du sable? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Ton avis m'intéresse. Merci. Ok, bonne question de Thibaut ici que j'ai déjà abordé, mais je pense qu'il y a plusieurs années de cela maintenant. Eh bien, faire des sprints, c'est très intéressant, vous l'aurez compris. Mais sur du sable, pourquoi ce n'est pas intéressant? Alors, il faut comprendre les bienfaits du sprint, pourquoi on l'utilise, quels sont les aspects qu'on regarde lorsque on voit quelqu'un faire un sprint ou lorsque on fait des sprints nous-mêmes. Eh bien, lorsqu'on parle de sprint, on parle vraiment de l'exercice, la modalité, si on veut, on va appeler ça comme ça, qui nous permettrait de travailler sur plusieurs qualités athlétiques. Okay? On a plusieurs phases lorsque on parle de notre sprint. On a 3 phases ici très importantes qu'on va décortiquer ici. On a le départ, on a la phase d'accélération et on a la phase qu'on appelle top speed, donc la phase de vitesse maximale. Okay? Et justement, chacune de ces phases va nous permettre d'exprimer des qualités bien importantes et même, je dirais, de développer ces qualités également qui sont très importantes pour tout développement athlétique global, que vous soyez un sprinter ou pas. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de la phase d'accélération, on parle vraiment de cette capacité, cette phase de départ, pardonnez-moi, cette capacité explosive. Ok? Donc, on apprend à passer de 0 à 100. Ok? Bam! On veut partir des blocs. Ok? Le premier pas, eh bien, il est super important. Et bam! On travaille sur cette qualité explosive. Le problème, lorsqu'on travaille sur du sable, eh bien, c'est que on perd ce pourquoi on utilise le sprint et comment on pourrait bénéficier de cette qualité-là. Lorsque on va pousser le plus fort possible dans le sable, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas se projeter vers l'avant. Le premier truc qui va se passer, c'est que notre pied va s'enfoncer, notre forme va se détériorer, notre pied va partir sur le côté et notre projection ne va pas être la bonne. Et une des composante très importante du sprint va être la forme. Okay? On va observer les formes, c'est ce qui dicte justement que la technique est bonne et que l'application de la force est orientée dans la bonne direction, etc. etc. Okay? Donc, juste de ce point de vue-là, le faire sur du sable, ça va détériorer le tout. Pareil pour la phase d'accélération. On n'arrive pas à accélérer de manière optimale parce que on n'arrive pas à poser nos pieds, à ancrer nos pieds de la meilleure des façons pour produire de la force et se reprojeter vers l'avant. Parce que le premier truc qui va se passer, c'est que on va avoir notre pied qui s'enfonce à chaque fois. On va pas pouvoir atteindre ensuite la phase de vitesse maximale qui va nous permettre de bénéficier justement de cette vitesse max qui demande un temps de contact très court avec le sol. On a cette qualité justement tendineuse qui va nous permettre d'atterrir, d'absorber de la force et de restituer cette force le plus rapidement possible, de par le fait qu'on a une surface qui est solide et qui est le sol. Et là, avec du sable, encore une fois, on perd tout ça. On s'enfonce dans le sol. Donc, en temps de contact qui est long, on ne développe plus ces capacités tendineuses. On ne développe pas cette capacité à absorber et restituer de la force de manière effective. Donc, si vous utilisez des sprints sur du sable uniquement pour l'aspect technique des choses et pour développer votre vitesse max, votre départ et votre accélération, eh bien, vous faites tout faux. D'accord? Et malheureusement, beaucoup font ça faux. Alors, pourquoi on utiliserait du travail sur du sable? Le seul moyen ou le seul bénéfice que je vois ici, eh bien, c'est de le faire pour un travail de conditionnement. On fait du cardio. Là, ça devient intéressant. Éventuellement, on le fait à pieds nus. Ça nous permet de placer nos articulations dans différentes positions. Je pense ici particulièrement au complexe pied-cheville. Les mollets vont être challengés d'une certaine façon. Le pied va être challengé d'une certaine façon. Je trouve que de ce point de vue-là, d'un point de vue conditionnement général, donc cardio, et d'un point de vue conditionnement articulaire, ça peut être intéressant de le faire. D'accord ? Mais d'un point de vue développement de ces qualités athlétiques que j'ai mentionnées, eh bien le sprint sur du sable, jeter ça à la poubelle, ça ne sert à rien. Encore une fois, un outil comme un autre, il faut simplement savoir quand est-ce qu'on veut utiliser cet outil. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas une question d'exercice, ce n'est pas une question de méthode. On doit savoir quand est-ce qu'on veut les utiliser. C'est comme si on me demande, hey, est-ce que le marteau c'est bien? Le marteau c'est bien si on a un clou, mais ce n'est pas bien si on a une vis. Pour une vis, on doit avoir un tournevis. J'espère que c'est clair ici. Prochaine question de Veronica Di Luca. J'adore les noms italiens. L'italien, c'est une de mes langues préférées. Malheureusement, je ne maîtrise pas ça encore à 100%. Italiano più bello che il francese.
J'ai dit, j'espère que ce que je viens de dire, c'est correct. Salut K-Suisse, merci pour tes précieux contenus. Je suis coach depuis peu et continue à vouloir m'améliorer sans cesse en tant qu'athlète, mais également en tant que coach. J'espère pouvoir intégrer le programme Mentorship de l'année prochaine. Ma question est la suivante. Une équipe de foot de seniors 30 à 40 ans me demande une préparation physique pour la prochaine saison. Les qualités athlétiques, force, hypertrophie, puissance, vitesse, explosivité n'ont pas vraiment été développées auparavant. Sur quoi commencer le travail, sachant qu'ils demandent également une amélioration de leur capacité d'endurance sur le terrain. Merci infiniment pour ton conseil. Je souhaite vraiment bien faire et leur apporter ce dont ils ont besoin et les voir tout déchirer au match. Belle journée à toi. Hashtag Team No Bullshit. Alors merci à toi pour ta question et ça sera un plaisir de t'avoir parmi nous au sein de la prochaine vague du programme Mentorship. D'ailleurs les amis, on fait l'annonce ici, ça ouvre en septembre. Donc restez connectés, il ne faut pas me dire oui mais je savais pas. Les gars, ça ouvre en septembre, ne tremblez pas. Quoi qu'il en soit, la question qui a été posée ici, qui au final est assez transversale. La question, si je venais à reformuler tout, c'est où est-ce que je dois commencer avec des gens qui ont une finalité, ont un objectif, mais qui n'ont jamais vraiment posé les bases. Eh bien, la règle est très simple. On doit faire les choses progressivement. Vous voulez travailler sur votre explosivité, c'est tout ce que tout le monde veut, ok? Sur votre puissance, sur votre force max, c'est ce que tout le monde veut. Mais là, sur un continuum d'intensité, on se place sur les intensités les plus élevées. Et on doit gagner le droit d'arriver à ces intensités les plus élevées. Donc, où est-ce qu'on doit commencer? On doit commencer avec les intensités les plus basses. Donc là, en d'autres termes, pour reprendre les mots qui ont été utilisés ici, on veut construire la structure dans un premier temps, du travail d'hypertrophie qui peut être fait justement avec des intensités plus basses et qui va être progressé justement pour qu'on puisse amener le tout aux intensités les plus élevées. Donc moi, ce que je ferais ici si j'étais dans ta situation, eh bien, je ferais du travail de base, de l'endurance de base, et si vraiment leur condition physique ne va pas, d'accord, donc du travail de jogging de base, je pense que c'est important. S'ils jouent au foot, eh bien, le fait de simplement jouer, et s'ils jouent régulièrement dans la semaine, déjà, c'est le meilleur cardio qu'ils puissent avoir. Ça va leur permettre de couvrir au moins cette case-là, conditionnement. Pour ceux qui sont vraiment à la traîne là-dessus, parce qu'on les connaît, les footeurs, hein, ils courent que quand ils doivent courir. Ok, dans ce cas-là, du travail de jogging, c'est chiant, c'est pénible, du travail à basse intensité, mais c'est ce qui va construire le réservoir, ok? L'endurance fondamentale et qui est le zone 2 que j'aborde depuis des années et qui est à la mode aujourd'hui. Donc leur demander de faire ça, c'est très important. Et ensuite, des exercices de base au poids du corps éventuellement pour commencer. Et il y a plusieurs régressions et progressions qui s'offrent à nous. Les gens pensent poids du corps, poids du corps c'est facile. Non, ça dépend de quel exercice tu fais. Certes, peut-être qu'un air squat c'est trop facile pour certains. Ok, comment on peut progresser le tout? Est-ce qu'on peut progresser le tout en faisant une fente? Ok, une fente statique, une fente dynamique. Ah ok, c'est trop facile. Ok, on va travailler sur de l'unilatéral. On va faire des pistol squats. D'abord, en régressant la hauteur qu'on va utiliser, en s'asseyant sur un banc et en remontant. Ah ok, tu arrives à t'asseoir et remonter, c'est facile. Ok, descends jusqu'à tout en bas maintenant. Ah ok, là ça devient plus dur. Vous voyez, donc même au poids du corps, on arrive à trouver des régressions et des progressions qui nous permettent d'augmenter l'intensité à laquelle on va exposer nos tissus. Des séances full body ici, je travaillerai sur plusieurs mois comme ça, de façon à augmenter justement ces intensités. Je commencerai avec des répétitions plus élevées et des intensités plus basses, et au fil du temps, sur 3 blocs d'entraînement, ça serait l'équivalent de 9 semaines à 12 semaines ici, j'augmenterai le tout pour arriver à des intensités plus élevées où ça ressemblerait à du 6 répétitions, 6 à 8 répétitions éventuellement pour le dernier bloc. Ok, là on est sur des intensités qui sont modérées / élevées. Cool. Ok, c'est quoi la suite? On peut commencer à intégrer du travail, peut-être pas du sprint avec vitesse max, parce que 30-40 ans, il y a des ischio-jambiers qui vont sauter. Donc, du travail d'accélération, pourquoi pas? Ok, juste les premiers pas. Hey, les 3 premiers pas. On drill les 3 premiers pas. On travaille sur cette force explosive. Très peu de risques que l'on se fasse mal avec ce genre de drill là, ok? Cool, on drill ça, 3 premiers pas, cool. Directement ça passe à des 5 mètres, à des 10 mètres, à des 15 mètres. Et progressivement on voit qu'on va arriver très rapidement à des distances où les gens vont atteindre leur top speed, leur vitesse maximale. Pour des gens qui ne sont pas expérimentés, qui ne sont pas des sprinteurs, croyez-moi, sur 40 mètres, ils ont déjà atteint leur vitesse maximale, ok? Ensuite, ça ne fait que chuter. Donc, 40-50 mètres, je dirais que ça va être le max pour ce genre de population-là. Éventuellement, pour les vraiment avancés, on pourrait travailler sur du 60-100 mètres. Mais encore une fois, à 50 mètres, c'est facile à mettre en place sur un terrain de foot. Et on peut amener le tout graduellement, comme je l'ai dit, au fil des semaines. Donc, ce qui compte, c'est simplement ne pas sauter les étapes et de faire les choses graduellement. C'est le meilleur conseil que je puisse donner ici. Encore une fois, peu importe le domaine. Respecter dans un premier temps la progressivité au niveau de l'intensité, la progressivité au niveau de la complexité des exercices qui vont être donnés
Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'inclurai bien entendu du travail de mobilité pour cette population-là parce que sinon ça risque d'être compliqué. J'inclurai des stretch aussi parce que 30-40 ans, les gars en ont besoin. Croyez-moi, les gars en ont besoin. Tu ne veux pas sauter les étapes. Je serai un grand fan pour cette population de vraiment la dose minimale effective. D'accord? Donc je ne chercherai pas à en faire trop. Je préférerais finir la séance où les gars se disent « Ah, ça va, je suis frais. » Ok? Plutôt que « Ah, je suis cassé parce que... » Il y a un truc qui va sauter éventuellement un moment ou un autre. 30-40 ans, on a des responsabilités, un taf, des enfants. Enfin bref, le foot, c'est leur kiff. D'accord? Et on ne veut pas les entraîner comme si c'était des athlètes de 20 ans, du haut niveau, qui gagnent des millions et qui n'ont pas d'autres responsabilités sur le côté. Donc gardez ça en tête pour ceux qui sont dans cette situation. J'espère que ça vous aidera. Dernière question de Clément ici que j'ai sélectionné. Salut, merci, salut et merci Kev pour tout ton contenu de qualité. Petite question, je suis un jeune coach de 22 ans. Je voulais te poser une question un peu plus professionnelle. Peux-tu nous raconter des échecs que tu as vécus à la fois pour nous montrer que c'est pas toujours évident, mais aussi pour nous montrer que c'est pas parce qu'il y a des échecs qu'on ne peut pas arriver au sommet. En tout cas, continue ce que tu fais et merci beaucoup. Ok, Clément, bonne question. Ici, je l'ai sélectionné parce que ça sort du côté un peu technique des choses, mais qui peut éventuellement alimenter certaines personnes. Et encore une fois, ça va être assez transversal ici. En tant que coach, moi-même, j'ai commis pas mal d'erreurs, bien entendu. Si je suis pas au sommet, là, la question qui a été posée, on dit que je suis au sommet. Je commence à peine. Je commence à peine, les amis. Donc, c'est ça qui me fait rire. C'est quand les gens se disent, hey, toi, t'es déjà trop loin. Alors que dans ma tête, moi, je commence à peine. Et des fois, c'est ce qui me frustre sur les gens. Des coachs viennent me voir lors de conférences, lors de mon séminaire, qui disaient ouais, j'arrive pas à décoller, ça marche pas, pourtant je fais tout ce que tu me dis, etc. Ensuite je vais regarder leurs posts. Les gars ont fait 10 posts. T'as fait 10 posts, frérot, t'as fait 10 posts. Ton gars Kev là, ça fait 11 ans. Au début j'avais 3 tafs. J'ai entraîné des dizaines et des dizaines de personnes gratuitement. J'ai fait des consultations gratuites, j'ai fait des erreurs, j'ai fait plein de trucs. Et toi t'as fait 10 posts et tu viens chialer devant moi parce que t'as pas de clients. Moi aussi, j'avais pas de clients, mais moi j'ai continué à grinder et aujourd'hui je suis où je suis. Donc les amis, arrêtez de pleurer et continuez à faire le taf, d'accord? Quand on continue à faire le taf sur le long terme, en étant tout le temps un étudiant du game. C'est ce que je dis. Le plus important, c'est d'être un étudiant du game. Il y en a qui continuent à faire juste pour faire. Non, regardez comment les choses s'adaptent. Regardez ce que vous faites de faux et éventuellement vous allez aller dans la bonne direction. C'est le premier coup de gueule que j'ai envie de mentionner ici, mais qui, j'espère, pourra vous aider parce que c'est un reality check dont beaucoup ont besoin. Vous ne faites que le strict minimum et vous pleurez de ne pas avoir des résultats en faisant uniquement le strict minimum. Ça vient du cœur encore une fois ici. J'espère que ça pourra en éveiller quelques-uns. Alors voici les erreurs que j'ai faites en tant que coach. Déjà, d'un point de vue de terrain, une des plus grosses erreurs que j'ai faites et je l'ai apprise, je vais partager ça avec vous. C'est la seule fois où quelqu'un s'est blessé avec moi vraiment en entraînement. J'avais une cliente qui est tout simplement une enthousiaste de sport, qui veut s'entraîner, qui veut simplement garder la forme. Donc, monsieur, madame, tout le monde, on pense à la population générale ici. Et j'étais dans une phase vraiment, je kiffais le crossfit, je trouvais que c'était cool, etc. Et vu que moi, je pratiquais ça, eh bien, je voulais faire à tous mes clients ce que moi, j'aimais faire. D'accord? Je projetais mes envies à moi, ce que moi, je faisais à mes clients. Et je me rappelle que ma cliente travaillait, elle était fatiguée, on faisait une espèce comment on appelle ça, de circuit, genre un WOD, et elle doit sauter sur la box et atterrir. Au moment en descendant de la box, eh bien, elle se twiste la cheville. Et du coup, elle s'est blessée la cheville. Et c'est une cliente à moi avec qui je travaille encore et on en rigole aujourd'hui. Elle était fatiguée en descendant parce que je l'ai poussée à bout. Et elle n'était pas prête à ça. Et elle m'a jamais demandé ça. C'est quelqu'un qui voulait juste être en bonne santé, transformer son côté esthétique, se sentir plus forte. Elle n'avait pas besoin de WOD, de crossfit, de trucs de ouf, etc. C'est pas ce qu'elle m'a demandé. J'étais en train de projeter ce que moi j'aimais faire et ça a coûté une cheville. Et ça a été une leçon. C'est comme si j'avais reçu une grosse tarte dans ma tête, dans mon visage, qui m'a dit « Kev, tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? Tu es en train de devenir le professionnel que tu détestes tant. » Et franchement, ça m'a changé la vie. Comme quoi, des fois, il y a des événements qui vous permettent de grandir, à condition, bien entendu, de bien vouloir analyser le tout. Et je suis reconnaissant de pouvoir travailler encore avec cette personne-là parce que si j'avais été elle, éventuellement, j'aurais dit, je ne veux plus travailler avec ce coach. Pourquoi il me fait faire ce genre de conneries? Mais bon, heureusement, on travaille toujours ensemble et ça m'a permis d'apprendre que je dois m'adapter à chaque client et leur donner ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin et non pas ce dont moi, j'ai envie, sachant que je dois m'adapter au tout et sortir de mon sport de prédilection à moi, de mes activités à moi. C'est très important de garder ça en tête et c'est une erreur que malheureusement beaucoup trop de coachs commettent et encore une fois ça vient d'une situation d'humilité ici parce que j'ai été dans cette situation là. Une autre erreur que j'ai commise, je dirais maintenant d'un point de vue plus communication, marketing, c'est que
pendant très longtemps, j'étais têtu à vouloir aller à l'encontre de la psychologie humaine. Je voulais parler de tout, ok? Je voulais parler de tout et je voyais que au final, parler de tout, c'est parler de rien. Parce que les gens doivent vous associer à quelque chose. Et pour beaucoup, en tout cas au début de votre carrière, c'est très important. Moi, eh bien, j'ai jamais été le gars qui aime faire qu'un truc. Je dis, moi, j'aime courir vite, j'aime sauter haut, j'aime les sports de combat, j'aime les sports d'endurance. J'ai littéralement tout fait. J'aime la gymnastique. Et du coup, j'ai voulu présenter ça. Comment créer l'athlète le plus complet possible avant que ça soit la mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, c'est facile. Mais il y a 10 ans, c'était pas la mode. Et c'était pas aussi facile de le communiquer. Et du coup, les gens voyaient que, ah, ok, le gars, il parle de mobilité. Et puis, on voit que c'est sérieux parce qu'on voit les résultats qu'il a. Ah, le gars, il parle de développement athlétique. On voit que c'est sérieux aussi parce que, hey, il est athlétique. Mais au final, il fait quoi? Et les gens doivent vous associer à quelque chose. Donc, d'où l'idée d'avoir une niche. Et au début, bah, j'ai dû me dire, ok, bah, tu sais quoi, je dois me calmer. Et ça a été une grosse frustration pour moi parce que moi, je suis en toute humilité encore une fois ici, parce que j'aime pas l'arrogance, mais j'aime pas la fausse humilité. Je suis un des piliers de tout ce monde de mobilité. Pas dans la francophonie, mais même au State. Et du coup, quand j'ai commencé au State et ça a commencé, on était 2-3 collègues avec moi avec qui on a commencé. Et je me rappelle que eux, très vite, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Très vite, les gens ont fait un business. On était à New York et eux sont partis vivre à Miami. 2 de mes collègues sont partis vivre à Miami. Shout out à Ian et Zach. Parce que leur truc, ça a explosé. Ils étaient beaucoup moins athlétiques que moi, beaucoup moins mobiles que moi. Tout ça, mais les mecs, ils ont compris que, hey, il fallait s'attarder sur une niche. Mais moi, vu que j'avais mes autres capacités, je voulais pas me limiter à ça. Mais eux, on les a associés, qui étaient les gars de la mobilité. Et bref, ça a explosé pour eux à ce moment-là. Ils ont réussi à en faire un business. Et je me suis dit, ok, je dois être présent comme on doit me mettre dans une box, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à m'attarder un peu plus sur le contenu de mobilité, le temps que je puisse installer mon discours complet. Et c'est ce que j'ai fait et je pense que ça a plutôt bien fonctionné. C'est à ce moment-là que mes réseaux sociaux ont commencé à augmenter et qu'on a dit, ok, ce gars, c'est le gars qui s'y connaît en mobilité, c'est le gars qui enseigne ça, c'est le gars qui donne des cours de mobilité, c'est le gars qui a aidé des gens, des athlètes, etc. à avoir des articulations en bonne santé. Et bam, à partir de là, je peux commencer à introduire mon discours. Donc tout ça pour vous dire que éventuellement, si vous êtes dans ma situation, vous aimez parler de sujets variés, choisissez-en un au début et balancez un maximum de contenu sur ces sujets-là et éventuellement, vous allez pouvoir créer une expansion par la suite. Sinon, d'un point de vue image et réseaux sociaux, une des erreurs que j'ai faites, bien entendu, a été de ne pas me lancer directement sur différentes plateformes, en l'occurrence YouTube. Pour ceux qui vont regarder ça sur YouTube, eh bien au début, je ne filmais pas mes podcasts. J'aurais dû commencer directement à filmer mes podcasts sur YouTube parce que au final, j'ai 2 audiences. Il y a une audience qui m'écoute sur YouTube et une audience qui m'écoute sur les plateformes audio. On est plus présent sur les plateformes audio, certes, mais ceux qui écoutent mon podcast sur YouTube ou le regardent sur YouTube ne sont pas ceux qui vont l'écouter en format audio. Du coup, ça a doublé mon audience. Moi qui pensais que ça allait la diviser, au final, ça a tout simplement doublé mon audience. Donc, petite astuce ici que je donne à tous les coachs qui participent à mon programme Mentorship. Exposez-vous sur les différentes plateformes et continuez à être un étudiant du game. Au début, j'étais pas un étudiant du game, encore une fois. Je savais pas trop comment... Voilà, j'étais sur les réseaux, mais je postais, mais j'étudiais pas les différentes plateformes, comment il fallait s'adapter, etc. Aujourd'hui, je le répète, il faut être un étudiant du game. Comme je le suis dans mon monde à moi, je regarde, ok, qu'est-ce qui a évolué dans ce qu'on dit? Qu'est-ce qui était vrai par le passé? Est-ce qu'on est en train d'oublier des trucs qu'on disait par le passé qui sont toujours véridiques aujourd'hui? Je suis un étudiant du game constamment et c'est ce qui me permet d'évoluer dans mon industrie. Donc j'espère que ces petites astuces de fin pourront vous aider. Les amis, je tiens à le dire, si vous voulez soutenir le KSU Show Podcast, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si vous regardez ça sur YouTube. Sinon, allez sur les plateformes audio, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un 5 étoiles. Moi, ça me donne de la force sur Apple Podcast spécifiquement et Spotify, un petit 5 étoiles. Et dans quelques jours, mon programme Hybride Performance va sortir. Donc les amis, allez checker ça. C'est le volume 1, on va poser les bonnes fondations. Et je vous ai prévu déjà la suite, les gars. Vous allez devenir des monstres. Vous allez devenir les athlètes que vous avez toujours rêvé d'être. Donc comptez sur moi, step by step. Dans tous les cas, nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.